Amis auditeurs, bienvenue à notre programme aujourd'hui. Bienvenue donc au dialogue avec de ces jours. Heureux de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle édition du dialogue avec. Alors, nous saluons tout d'abord tous ceux qui se joignent à nous à travers nos différentes plateformes, notamment ceux qui nous suivent à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Facebook, à travers Instagram, mais aussi à travers TikTok. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui et je crois que vous êtes aussi heureux de nous retrouver. Et comme d'habitude, je ne serai pas seul. Je suis avec l'équipe du dialogue avec. Et la première, c'est celle que vous connaissez, c'est Patricia Temouni. Patricia, bonsoir, avec un grand sourire. Bonsoir, Père Jean-Pierre. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Et toi? Ça va, ça va. Alors, heureux de nous retrouver encore aujourd'hui. Et alors, il manque encore un autre membre du dialogue avec, que vous connaissez aussi depuis Madrid, en Espagne, Yves Cacha. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Padre. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Yves. Bonsoir. Voilà, en tout cas, heureux de nous retrouver encore une fois aujourd'hui. Et sans tarder, nous allons voir d'abord qui est-ce que nous recevons aujourd'hui, Patricia. Alors ce soir, nous recevons pour la seconde fois le révérend Eric Senga, qui est porte-parole et secrétaire général de l'église, de ECC, pardon. Bonsoir, révérend Eric. Bonsoir Patricia, bonsoir Père, bonsoir Yves, bonsoir aussi à tous nos frères et sœurs qui nous suivent. En tout cas, bonsoir, révérend Eric, et bienvenue encore à cette édition. Patricia. Merci. Comment allez-vous, révérend? Le Seigneur nous a soutenus, nous allons bien jusque-là et nous espérons aller mieux, de mieux en mieux pour le reste du temps. Super, merci, nous sommes contents d'entendre ça. Révérend Eric, ça fait, c'est donc la deuxième fois que nous vous recevons. Est-ce que la dernière fois que nous avons reçu, c'était le 9 janvier 2024 et c'était un peu pour parler de vous et de vos activités. Mais aujourd'hui, pour les personnes qui nous suivent, est-ce que vous pourriez vous représenter juste brièvement? Eric Senga, mon nom, je suis pasteur protestant, aumônier universitaire à la paroisse de l'Ista. Je suis également secrétaire général de l'ECC et je suis spécialement porte-parole également, communicateur de l'Église. Donc, je suis en charge de la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création. La commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création, c'est les départements de l'Église qui s'occupent de toutes ces questions sociopolitiques et environnementales. Nous sommes également dans la diplomatie ecclésiale et nous sommes le répondant de l'institution près les institutions du pays pour toutes les matières qui rentrent dans notre cahier des charges. Donc, un peu différemment de la CELCO, nous sommes dans une structuration horizontale parce que les départements, c'est comme le ministère que nous portons au niveau de l'Église. Voilà un peu pour le dire à des termes assez simples. Et nous travaillons conjointement avec l'Église catholique. Je suis les répondants de Monseigneur Cholet que vous avez reçu la semaine passée. Merci, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, nous avons reçu le Monseigneur Cholet la semaine passée, la semaine dernière évidemment, et juste comme ça, pour le taquiner, nous lui avons posé la question de son mandat. Et je vais vous reposer aussi à vous la question. Je sais que nous sommes en démocratie. D'abord, ça fait combien d'années que vous êtes le porte-parole et le secrétaire général de l'Église du Christ au Congo, mais aussi, est-ce que votre mandat va être renouvelé? Oui, nous sommes déjà, nous, au deuxième mandat renouvelé parce que c'est lié directement au président national qui a aussi entamé son deuxième mandat. Donc, les mandats chez nous, c'est 6 ans, renouvelables une fois. Donc, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de faire notre deuxième mandat. On a commencé depuis qu'il a été là. Donc, vous voyez ce que ça signifie. Donc, 6 ans renouvelables.
D'accord. Merci, révérend. Voilà, alors merci beaucoup. Hein. Voilà, le problème de mandat, donc quand on arrive à la fin du mandat, on doit partir. Mais on sera quand même triste, hein, révérend Eric, quand vous ne serez plus là, puisque vous êtes cool et c'est très facile de collaborer avec vous. Hein. Mais comme c'est la démocratie, mais on aurait voulu. Hein. Il n'y a pas de troisième mandat ou bien revenir de nouveau. Quoi. Heureusement que ce n'est pas Yves qui l'a dit, sinon, parce que lui, il est le censeur. Donc, voilà, Yves est le censeur, il commence déjà à rire. Hein, il va arriver. Oui, j'attends bien qu'il me fera beaucoup de piques aujourd'hui. Non, mais il faut dire que nous sommes des légalistes, des constitutionnalistes. L'affaire de mandat, vous savez, c'est ce qui détermine aussi la stabilité des institutions, mais en même temps la rationalité du pouvoir dans l'exercice d'une organisation. Et donc, l'Église doit prêcher par l'exemple. C'est tout à fait normal, comme la Bible dit. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, l'Église peut toujours vous confier d'autres charges en dehors de celles que vous avez aujourd'hui. Ça, c'est faisable à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, ça, c'est des possibilités, mais que je n'envisage pas parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'Église en tant qu'institution. Elle sait voir à quel niveau vous êtes utile et pour quelle fin vous pouvez rendre des services loyaux. Donc, mais en ce qui concerne les mandats, nous respectons et il n'y aura pas de troisième mandat parce qu'il faut respecter la constitution de l'Église ou les textes réglementaires de l'Église. Voilà, merci beaucoup pour ça, révérend Eric. Mais, alors, vous avez quand même fait allusion à ça, mais je vais quand même poser ma question. Vous collaborez beaucoup avec la CENCO, donc la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et les deux institutions sont un peu parallèles, mais un peu différentes, puisqu'il y a une certaine homogénéité chez les catholiques. Donc, même structure, il y a un président, ainsi de suite, et les diocèses, ainsi de suite. Tandis que chez vous, il y a plusieurs dénominations. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que c'est facile pour l'ECC, l'Église du Christ au Congo, avec ces différentes dénominations, de trouver, par exemple, un consensus? Par exemple, vous représentez, quand il y a des rencontres avec la CENCO, vous représentez l'ECC. Et quand vous arrivez là-bas, vous allez au nom de toutes les dénominations. Mais comment faites-vous pour avoir un consensus? Est-ce que c'est facile? Ah, très bonne question. Et c'est d'ailleurs ça l'élément, je dirais, l'indicateur d'appréciation de la stabilité de notre institution en tant que telle, puisque l'Église du Christ au Congo, vous l'avez dit, différemment de l'Église catholique, part de la base vers le sommet. Ce qui fait qu'elle soit institution ecclésiastique, c'est le fait que les personnes morales qui sont membres de l'ECC doivent être prioritairement des communautés constituées. Donc, l'ECC est l'ensemble des communautés protestantes, en tout cas pour la majorité, issues des missions. Alors, il y a 3 niveaux d'organisation. Nous avons au niveau national, nous avons au niveau provincial et nous avons au niveau local qu'on appelle des paroisses. Au niveau national de l'institution, nous avons 3 organes importants. Le synode national, qui est l'organe suprême, qui réunit les 106 communautés de l'ECC, les aumôneries, y compris, mais aussi les organes associés de l'Église. C'est à ce niveau qu'on désigne, on élit le président, qu'on élit le président de l'ECC, ses adjoints. C'est aussi à ce niveau qu'on adopte la politique générale de l'Église. Et cet organe se réunit une fois après 3 ans. Nous avons le comité exécutif national qui se réunit une fois l'an. Là, ce sont les présidents provinciaux. Donc, toutes les communautés sont organisées en juridiction ecclésiastique en termes de provinces ecclésiastiques. Donc, nous en avons jusque-là, c'était d'abord 11 selon l'ancienne formule, mais il y a des provinces démembrées où on commence aussi à éclater. Mais quand cela ne tienne, chaque communauté est d'abord située dans la juridiction ecclésiastique patronnée par celui qu'on appelle le président provincial. Et c'est ce président provincial qui représente sa province ecclésiastique au niveau du comité exécutif national. Et c'est là l'organe de contrôle qui fait office du pouvoir législatif de l'Église. Et cet organe s'est réuni une fois pour
approuver les rapports du président, pour aussi recevoir les orientations et les grandes résolutions que nous, maintenant, nous traduisons en termes de communication ou de position de l'Église découle de là. Et donc, le troisième organe, maintenant, c'est le président national, en fait, qui est un organe avec 2 suppléants, qui sont le premier et le deuxième vice-président. Alors, lorsque le président, qui, du point de vue de la constitution de l'ECC, est le porte-parole institutionnel ou organique. Donc, chez nous, c'est le président qui est le porte-parole. Alors, il est le porte-parole parce qu'il est l'organe exécutif qui porte la voix de l'Église de par les 2 organes importants. Alors, nous, par exemple, moi, je suis le porte-parole fonctionnel, comme on dirait communicateur. Donc, qui n'est pas à confondre du point de vue constitutionnel. Donc, moi, tout ce que j'ai dit, je l'ai dit au nom du président, le président par conséquent, au nom de l'institution. Donc, il n'y a rien que nous disons qui soit déjà décidé au niveau des organes, soit les comités exécutifs nationaux, soit les synodes nationaux. Du coup, il est difficile qu'une communauté vienne se détacher des orientations arrêtées au niveau des organes. Donc, on n'a pas besoin de réunir tout le monde pour décider d'une question ponctuelle du moment où les comités exécutifs nationaux donnent des grandes orientations et le président n'agit pas comme individu, mais comme organe du pouvoir exécutif. Et à ce titre, il a son gouvernement, c'est ce que nous appelons les départements. Et c'est nous, j'ai la charge justement de parler en son nom pour les comptes de l'institution. Donc voilà un peu comment nous fonctionnons. Et ce qui fait que tout ce que le président donne comme avis est sous le contrôle du pouvoir du comité exécutif national, parce qu'il y a des orientations, mais aussi pour certaines questions urgentes, il a pleinement la compétence de se prononcer, pas comme président de l'ECC seulement, mais comme l'organe président qui engage l'institution en vertu des dispositions constitutionnelles de notre Église qui lui confèrent ses compétences. Donc, quand il parle, ce n'est pas à confondre avec la présidence de l'ECC. Donc, le président est un organe national de l'Église qui engage l'institution dans son ensemble et de ce point de vue-là, toute la légitimité de parler au nom et pour les comptes de l'institution. Un peu complexe, hein? Je ne sais pas si Yves et Patricia ont compris, mais on a compris que c'est une grande démocratie, hein, où le président ne peut pas faire n'importe quoi, les porte-parole, il y en a, c'est pas de l'institution, ils sont comme ça, c'est quand même un peu complexe, mais nous avons essayé de comprendre, il n'y a pas de dictature, au moins, celui qui parle, il parle au nom de l'Église. Alors, Yves, révérend Eric, nous savons comment lui réagit. Quand il veut parler, il va soulever la main comme à l'école. Voilà, là, il commence déjà. On va lui donner la parole. Mais avant de donner la parole à Yves et puis de revenir à Patricia, nous allons déjà aussi saluer, comme on l'a fait déjà au départ, les gens qui nous suivent, mais pour ne pas les oublier et qu'on va avancer, il y a déjà quand même quelques réactions. Enfin, on va aller rapidement pour ne pas les oublier, puisque probablement il y en aura beaucoup après. Il y a d'abord une, je crois, que nous connaissons très bien, Sibel Mouchagaloussa, que nous saluons, hein, où elle est, en Afrique du Sud. Révérend Eric, il n'y aura pas de troisième mandat. Voilà, c'est une affirmation, on n'a rien à dire. Merci beaucoup, Sibel, pour ça. Et puis alors, il y a un autre là qui a écrit, Kabengele Daniel, je crois qu'il est fidèle à nos émissions. Il dit, en quoi consiste la diplomatie ecclésiastique? Bon, je ne sais pas comment la question est venue comme ça, mais si révérend Eric peut répondre à la question de Kabengele Daniel, en quoi consiste la diplomatie ecclésiastique? Bon, alors on donne la parole au révérend Eric. Merci, Père. La diplomatie ecclésiastique rentre simplement dans notre travail de plaidoyer. Parce que, comme vous le savez, parmi les outils que nous employons en tant qu'Église, en raison de nos partenaires, que ce soit au niveau interne ou au niveau externe, je prends sur le plan interne. Lorsque l'Église, ou par les biais de la commission justice, paix, sauvegarde, la création, ou par les départements diaconie, ou sur une question des sociétés, veut faire entendre sa voix ou donner son opinion au niveau institutionnel, notamment le Parlement, il y aura ce travail de plaidoyer. C'est ce qu'on appelle la diplomatie ecclésiale ou la diplomatie parallèle. Mais aussi, lorsque l'Église, c'est ça l'avantage de nos églises catholiques et protestantes, parce que nous avons des missions au-delà du pays,
Par exemple, nous allons au Parlement européen, nous allons au département d'État américain, au Conseil de sécurité, tel que le cas sous examen, les cas de la sécurité. Nous menons beaucoup de missions à l'extérieur du pays, peut-être sans que les gens ne le sachent, au nom de la République par les églises. Et en ce moment-là, nous rencontrons des diplomates. Nous rencontrons, par exemple, vous êtes au Sénat américain, vous êtes au Parlement européen, canadien, ou en Afrique du Sud, à Addis Abeba. La mission que vous accomplissez, c'est ce qu'on appelle la diplomatie parallèle ou la diplomatie ecclésiale. Simplement pour nuancer avec la diplomatie classique qui relève de la compétence de l'État, mais nous sommes des diplomates, nous menons une diplomatie qui accompagne celle du pays pour des questions qu'on estime d'intérêt général et peut-être pour lequel l'Église a plus de canaux faciles ou la voix à faire entendre. Il y a beaucoup de cas dans ce sens-là par rapport à l'État congolais. Donc voilà, c'est une diplomatie complémentaire à la diplomatie classique du pays et par moments, nous allons ensemble, mais il nous arrive aussi des temps où nous sommes soit opposés, soit diamétralement opposés. Donc ça arrive et c'est ce qui crée beaucoup de difficultés par moment. Mais le souhait, c'est que nous allions ensemble avec l'État congolais. Ok, merci beaucoup, révérend Eric. Alors, Yves avait soulevé déjà la main. Yves? Oui, révérend Eric, je ne vais pas être très taquin aujourd'hui. Je vais essayer. Et bon, la première question, vous êtes défini comme étant l'équivalent de Monseigneur Chollet chez les protestants. On peut vous comparer à Dupont et Dupont? Je dirais c'est beaucoup plus sur le plan des mandats institutionnels. Dans l'Église catholique, c'est le Monseigneur Donatien Chollet qui a ses mandats institutionnels d'engager justement son Église vis-à-vis de la société pour ces questions. Et j'ai aussi, de par les compétences dévolues dans mes fonctions, le même rôle d'engager l'institution ou l'Église sur ces terrains. Ce qui facilite que nous soyons pas des Dupont, pasteurs et prêtres. Et nous travaillons dans ce sens-là. Quand je dis Dupont et Dupont, c'est dans le sens, il y a toujours un qui dit, je dirais même plus. Lequel de vous deux dit, je dirais même plus? Ah ben, on se complète bien, il faut l'avouer que du point de vue personnel, c'est vraiment un frère. Je crois qu'on a travaillé assez longtemps, on a appris à se connaître. Et je peux commencer. Justement, c'est depuis longtemps. C'est comme ça que moi j'ai dit, mais bon, exactement. On ne pas parler de couple, mais c'est un binôme complémentaire. En tout cas, je peux commencer une idée, il sait comment me l'érayer et me compléter. Je peux commencer où c'est lui qui commence, je sais comment les compléter. Et il faut dire qu'au fil du temps, ça nous a pris quand même. Au début, ce n'était pas facile. On n'a pas les mêmes styles, on n'a pas la même école, on n'a pas des personnalités différentes, mais en fait, ça fait aussi notre richesse. Par moment, c'est lui qui est un peu chaud, moi je deviens modéré, par moment, ou un autre cas, c'est moi qui deviens un peu diplomate, ou vice-versa. Ça fait la beauté de notre équipe. Et à plusieurs endroits, on apprécie cette façon de faire. Et bon, gloire à Dieu que ça soit ainsi. Donc, le troisième mandat, il est jouable. Je vais voir, Sibelle a dit pas de troisième mandat. Donc, j'ai bien retenu, pas de troisième mandat. Vous savez, il faut que l'Église donne toujours les modèles à la société. C'est ça même le sens de la mission prophétique, parce que notre société ne souffre pas seulement de tous les maux que nous déplorons, mais il y a aussi un problème des modèles de représentativité, des modèles de référence. Question où les uns les autres peuvent se dire, mais pourquoi ne pas faire comme tel autre? Donc, je crois que c'est un effort. Nous n'avons pas encore atteint ces niveaux parce que c'est une quête perpétuelle, mais nous estimons que chacun, ce qui les concerne, devrait vivre en harmonie avec le texte et de ces points de vue, nous éviterons davantage de conflits dans notre société ou dans nos organisations. Question, voilà. la dernière, Père. Oui, on te donne la parole, Yves. Oui, révérend. Quand vous été en train d'expliquer que vous avez une diplomatie ecclésiastique, ça veut dire aussi que vous êtes détenteur d'un passeport diplomatique? Ça dépend. Il y a des régimes, par exemple, nos présidents
parce que c'est eux qui incarnent d'abord la mission prophétique. En tout cas, le président de l'ECC a des droits, un passeport diplomatique. Voilà. Mais ça dépend aussi des régimes. En principe, nous, vu le travail que nous faisons dans les domaines d'intérêt national, nous avons le droit d'avoir ces passeports. Mais après, vous savez, il y a toujours des rouages, mais parfois nous n'en voulons pas parce que ça vous contraint à beaucoup d'autorisations avant de bouger. Et parfois, c'est pourquoi on n'aime pas, ça vous lie aussi à un certain moment. Mais vu le travail que nous faisons, à un moment, il arrive parfois qu'on en a et à un autre moment, non. Et bon, quand ça chauffe, on vous les récupère un peu et on vous bloque. Quand ça va bien, on vous les restitue. Bon, on est un peu habitué à ça. Voilà, merci beaucoup. On va essayer d'avancer, que nos téléspectateurs et les gens qui nous suivent s'impatientent un peu. J'ai vu qu'il y a encore d'autres questions, mais on va d'abord avancer avec l'émission et on donnera toujours la parole aussi à ceux et celles qui nous suivent. Nous sommes contents que toutes ces personnes soient là et comme ça, on sait qu'elles suivent nos émissions. Alors, Patricia. Ah oui, alors Révérend Eric, vous avez brièvement répondu à la question, ma prochaine question, mais je vais quand même la poser parce que pour rentrer un petit peu plus dans les détails, la CENCO et l'ECC représentent à plus ou moins, on va dire, 60% des chrétiens en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est cette proportion qui vous a poussé à collaborer avec la CENCO? Et puisque vous avez déjà travaillé ensemble auparavant sur les questions des élections, en fait, je voulais vraiment que vous nous expliquiez un petit peu cette collaboration entre le CC et la CENCO, comment ça se passe. Vous avez été très modeste, madame, de dire 60%. Moi, je voudrais exagérer selon les statistiques. C'est en fait 80% de chrétiens, oui, modestement, hein, modestement. Et il faut reconnaître trois vérités. La première, c'est que ces deux églises ont un ancrage social et même sociologique assez fort. Cela est naturel parce que ce sont des églises qui ont traversé l'histoire du pays, notamment le 19e siècle, comme vous le savez. Quand l'évangélisation est arrivée à notre pays, dans notre pays, nous sommes en 1878, mais bien avant, il y a eu aussi des missions d'évangélisation. Mais chez nous, les protestants, on prend cela comme une référence. Donc, c'est même avant la naissance de l'État congolais, parce qu'on a décidé que la naissance de l'État en 1885 à Berlin, mais l'évangélisation est arrivée avant. Donc, la présence de l'Église dans son rôle à la fois évangélisateur ou dans sa mission évangélisatrice, autant que dans sa mission diaconale, voire prophétique, l'Église jouait déjà un grand rôle d'éducation, d'encadrement, d'accompagnement, de formation et même des répondants vis-à-vis du pouvoir politique. Je peux vous relater, par exemple, chez nous les protestants, lors des phénomènes des caoutchoucs, là où on coupait les mains des gens, ce sont les missionnaires protestants qui ont dénoncé cela pour revendiquer les droits humains ou les droits de l'homme. Donc ça, c'est des exemples. Vous savez que Stanley était un protestant. Même à la discussion de Berlin, la carte qui a servi des bases de discussion pour délimiter les frontières avait bénéficié de la contribution des missionnaires. Donc ça, c'est quand même de l'histoire, mais malheureusement, on ne l'enseigne pas suffisamment pour dire que ça nous donne un ancrage national au niveau institutionnel. Mais la deuxième des choses, c'est aussi le fait que ces églises définissent la pensée sociale comme doctrine. Leurs interventions sur des questions sociopolitiques ne relèvent pas des humeurs ou des opportunités, mais elles relèvent plutôt de la ligne philosophique de leur pensée sociale coulée dans certains documents. L'Église catholique, vous savez qu'il y a toute une pensée sociale, l'Église protestante également. Donc, quand nous parlons de la mission prophétique, cela n'est pas lié à la personne du président de l'ECC ou des serviteurs que nous sommes. Non, c'est toute une articulation de la vision que l'Église a dans son rôle vis-à-vis de la société. Contrairement à d'autres organisations, par exemple, qui interviennent dans la société, soit pour la prière, pour en appeler peut-être à la paix dans certaines circonstances, mais nous avons vraiment et la conception, l'élaboration et même la déclinaison des axes en termes d'objectifs. Et le dernier intérêt, c'est que ce sont les deux institutions qui ont aussi une notoriété internationale. Elles sont reliées en tant qu'Église à des réseaux au niveau régional, continental et international.
Ce qui fait que la voix de ces églises porte, et c'est là même le sens de la mission diplomatie ecclésiale, c'est qu'on a d'autres relais au niveau international qui peuvent atteindre les sphères décisionnelles au niveau du monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, si les deux églises veulent atteindre le département d'État, veulent atteindre l'Union africaine, ou alors la SADC, ou les conseils de sécurité, elles ont des mécanismes, elles ont des vecteurs, elles ont des réseaux permanents et forts qui peuvent faire passer ce message. Bon, humblement, encore une fois, j'ai dit, c'est ce qui nous donne, il faut le reconnaître, cet avantage de jouer un rôle important. Parfois, le rôle des Yves, des censeurs de la société, par moments, le rôle des contrepoids pour promouvoir la vérité ou certains droits, mais par moments aussi le rôle d'accompagnement par rapport à des visions qui relèvent de l'intérêt national. Donc, c'est par moments hybride, par moments, nous sommes en harmonie avec les pouvoirs, mais il est des temps où nous sommes parfois en disgrâce, ou éloignés des opinions, mais ça ne nous dérange pas lorsque la conscience reste pure par rapport à la volonté de Dieu. Merci, Révérend. Alors, Révérend Eric, essayons maintenant de nous centrer un peu sur l'affaire de route du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Alors, quand nous avons échangé ou dialogué avec Monseigneur Donatien Cholet, il nous avait un peu dit la façon de l'Église catholique de sensibiliser les gens de l'intérieur, pas d'abord au niveau de politique ou aussi au niveau international. Alors, pour l'Église catholique, eux, ils vont sensibiliser à partir des paroisses et des diocèses. Et vous, comment est-ce que vous allez procéder au niveau de l'ECC pour sensibiliser les gens à l'intérieur de votre institution? C'est presque le même mécanisme parce que, comme vous le savez, nous avons déjà une certaine expertise et une expérience en matière de sensibilisation. Nous avons 3 canaux. Le premier canal, c'est le canal institutionnel, c'est-à-dire où le message passe directement au niveau des organes de l'Église, les synodes, les comités exécutifs, qui relaient directement aux présidents provinciaux. Et des présidents provinciaux, ça atteint le président communautaire. Ça, c'est le canal institutionnel. Le deuxième canal, c'est le canal de sensibilisation de masse. Là, nous sommes au niveau des communiqués qui peuvent passer dans les paroisses. Pour arriver dans les paroisses, il y a d'abord les communautés, parce que, comme je l'ai dit, ce sont les communautés qui constituent les structures de base pour l'Église du Christ au Congo. Donc, les communautés, dans les communautés, vous avez les églises, les paroisses, pardon, mais il y a aussi les aumôneries universitaires, les aumôneries de la police, les aumôneries militaires, des prisons et même des hôpitaux. Ça, jusqu'au niveau des écoles. Et donc, nous avons également des écoles, des universités. Et le troisième canal, c'est maintenant le travail que fait la commission Justice, Paix, Sauvegarde de la Création, des sensibilisations, des proximités. Là, nous avons des relais communautaires, nous avons des points focaux, nous avons des sensibilisateurs de terrain. Donc, ceux-là sont des sensibilisateurs. C'est une approche de proximité où nous déployons des agents dans les quartiers ou les zones bien ciblées. Donc, voilà un peu nos 3 canaux de communication et ce qui fait qu'il est très facile qu'un message donné au niveau national soit relayé jusqu'au fond. Rappelons ici que l'Église protestante a l'avantage d'avoir des paroisses, même dans les milieux les plus reculés. Par exemple, dans le village, où parfois les structures étatiques soit ne sont pas suffisamment influentes, pour ne pas exagérer, elles sont présentes, mais parfois, elles collaborent avec les paroisses ou les structures de l'Église. Et ça permet que dans certains milieux, la voix de l'Église soit assez forte parce qu'elle offre, l'Église, des services de base. Et grâce à ces services de base offerts à la société, ça permet la proximité entre la population et l'Église et même l'identification. Parce qu'il y a des gens qui n'ont connu que l'Église dans leur vie. Ils sont nés à l'Église, ils n'ont que la carte de baptême comme identité, il a étudié à l'Église, il travaille dans les structures de l'Église. Donc, il y a certains coins du pays où il n'y a que l'Église qui offre la vie dans ces milieux-là. Et ça permet
un travail efficace de l'Église et même en termes de sensibilisation. Alors, avant de donner la parole à Patricia, nous allons respecter aussi un peu pas un peu, mais nous respectons nos téléspectateurs, puisque sinon ils vont nous en vouloir. Ils sont quand même venus pour aussi, pas seulement écouter, mais participer. Alors, on commence encore avec Cybèle, hein, qui écrit ceci. Alors, est-ce que l'intervention de l'Église pourra pousser la communauté internationale à sanctionner les acteurs rwandais? Bon, je ne sais pas. Là, on est vite allé quand même déjà. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est... Là, il va très vite. Peut-être que le révérend Eric pourra y répondre plus tard. Oui, plus tard, je crois. Mais il y a ah oui, je vois d'autres questions. Ça va dans le même sens. Donc, on va y arriver un peu plus tard. Est-ce qu'il peut un peu attendre? Parce qu'il y a aussi M. Beya Chikuluila qui a posé aussi une autre question, mais on va faire passer ça un peu plus tard. Alors, nous, on avance encore avec le révérend Eric. Hein. Patricia, une autre question? Oui, bien sûr, j'ai énormément de questions, mais avant de poser ma prochaine question, je voudrais quand même qu'on regarde quelques images. Ah, voilà. Et comme ça, on pourra s'appuyer de ça pour avancer. Alors voilà, donc ici, c'est la Conférence épiscopale nationale du Congo, donc la CENCO, pour les catholiques, et l'Église du Christ au Congo, ECC, qui ont été reçus par le président de la République, Félix Tshisekedi, le lundi 3 février. Et donc, on voit sur cette photo le cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, le révérend pasteur André Bokondua, président de l'ECC. Il y a aussi à côté de lui Monseigneur Fulgence Muteba, président de la CENCO et archevêque de Lubumbashi. Et nous avons aussi Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la CENCO. Et bien sûr, vous-même, révérend Eric Senga, secrétaire général et porte-parole de l'ECC. Alors, révérend Eric, d'abord, je vais demander qu'on passe une petite vidéo, une brève vidéo sur votre allocution juste après la rencontre avec le président. Et puis ensuite, nous allons vous poser des questions sur la tenue de votre rencontre avec le président de la République. Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe et restreinte de la CENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi et président de la CENCO, le révérend pasteur André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie des crises. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui, nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion
à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, comme pasteurs, tout en prenant notre responsabilité à aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions à cette situation, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre proximité et aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, notamment Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancés sur la cohésion nationale. Voilà, alors nous allons donner évidemment la parole à celle qui a introduit la demande, hein, c'est Patricia. Alors, Patricia, je demande quand même des excuses avant de te donner la parole. C'est juste une parenthèse, hein, quand j'ai vu le révérend Eric parler, je me suis dit, mais il peut même être porte-parole d'un gouvernement. Hein. N'est-ce pas? Mais, je ne sais pas ce que vous pensez, mais quand on voit, disons, révérend Eric, c'est un habitué du micro et qui sait rendre les idées, transmettre ce qui s'est passé. Je ne sais pas, hein, bon, je vois déjà Yves rire, mais ça, on ne coupe pas la parole peut-être à Patricia, mais... Oui. On fera des commentaires. On fera des commentaires après, bon, voilà. Sur son art oratoire plus tard. Oui. Alors, le président de la République a reçu votre initiative avec beaucoup d'enthousiasme et vous avez dit tout justement qu'à cette étape, il faut des propositions concrètes que vous devez amener au président de la République, révérend Eric. Est-ce que ces propositions concrètes, vous les avez déjà élaborées? Elles sont sur la table, sur le bureau du président de la République ou elles sont en cours d'élaboration? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Voilà, je voudrais vraiment affirmer que l'audience a été une grande surprise pour plusieurs, dans la mesure où vous savez qu'à un certain moment, il s'était installé une sorte de tension entre les régimes et les églises, et surtout la perception du public par rapport à ces rapports donnaient lieu à des interprétations. Et donc, nous voir aller vers le chef de l'État, s'asseoir et sortir avec un consensus, c'est déjà, à mon sens, une grande victoire pour le pays. Deuxièmement, c'est que le chef a été assez réceptif, mais aussi très, très impressionné par les génies, il faut le dire avec humilité, des églises, parce que l'idée principale de ces pactes ne se limite pas au contexte actuel de la crise. Les églises se sont donné l'exercice de réfléchir sur les causes profondes, parce qu'il est clairement indiqué que nous sommes face à une crise qui dure presque 30 ans aujourd'hui. Alors, que faire? Quelles sont les véritables causes profondes? C'est ça ce que nous avons dit, les propositions. Nous avons essayé de partager avec le chef de l'État cette approche ou cette lecture assez, je vais dire, diachronique pour qu'on remonte un peu l'histoire, pour dire, ben, écoutez, ça vient de quelque part et quelles en sont les causes majeures. La deuxième particularité de l'initiative, c'est qu'elle s'inspire d'un modèle de justice transitionnelle qui est notamment dans l'approche restauratrice, parce que nous nous sommes dit, le Congo a une crise multidimensionnelle. La crise ici ne se limite pas qu'aux individus acteurs politiques, mais c'est aussi une crise qui touche à la présence des ressources naturelles du pays, une crise qui touche à la grandeur du pays sur le plan géographique, une crise qui touche aux enjeux géostratégiques qui tournent autour de notre pays. Et donc, s'il faut mettre tout ensemble,
il est important de considérer les solutions dans une perspective aussi large. Et donc, nous avons proposé les Bumuntu, comme vous pouvez l'imaginer, comme paradigme ontologique et spirituel, enfin, je vais dire, comme les modèles des valeurs sociologiques et spirituelles à partir de laquelle valeur nous pouvons repenser notre vivre ensemble. Mais troisièmement, ce que nous avons dit au chef de l'État, on ne peut pas penser retrouver la paix durable en RDC tout en ignorant les enjeux autour de la région. Que veut le Rwanda? Pourquoi il y a toujours cette crise? Quel est le vrai problème qui nous oppose? Y a-t-il pas lieu de réfléchir par nos propres mécanismes, sans forcément aller aux États-Unis, en Europe, mais nous comme des hommes faits, comme la Bible le dit, vous qui êtes des hommes faits. Même si nous avons des divergences sur certains aspects, mais nous pouvons avoir une intelligence commune en tant que des êtres humains à l'image de Dieu pour repenser notre propre devenir commun. Donc, ce sont là les postulats que nous avions mis sur table dans la réflexion avec le président. Et comme, en conclusion, nous avons dit, notre approche ne consiste pas à dire qui est le démon ou qui est l'ange. Nous devons assumer collectivement notre histoire, tout en tirant des leçons profondes. Raymond Aron les note, il les dit bien, un peuple qui ne sait pas faire l'acquisition des expériences de son passé répétera les erreurs de son histoire. Nous n'avons pas besoin de répéter nos erreurs. Nous avons plutôt besoin de les analyser et de tirer des leçons. Donc, c'est une approche qui déjà répond à la question de notre sœur qui demandait les sanctions. Oui, nous voulons bien la justice punitive, mais nous pensons que l'arrêt du cycle des violences ne relèverait pas de la punition ou de la vengeance. Nous devons transcender nos différences, nous devons cerner notre raison d'exister en tant que peuple et nous devons comprendre notre rôle prophétique en tant que nation. Donc, c'était vraiment un message à la fois spirituel, philosophique, et qui a permis en tout cas de trouver un consensus. Vous ne pouvez pas l'imaginer, le chef de l'État s'est montré très intéressé à l'idée, mais la question des fonds qu'il a utilisé, qu'il a soulevé, était de savoir comment alors cette initiative se positionnerait par rapport aux initiatives régionales. Nous avons le processus de Luanda d'un côté, de Nairobi de l'autre, et aujourd'hui il y a une troisième filière, c'est-à-dire qui veut mixer les deux processus. Alors c'est là que nous avons réfléchi ensemble pour dire, de notre point de vue, il faut prendre en compte tous les acteurs en présence. Donc il y aura une approche mixte. La première dimension, c'est de voir les problèmes du point de vue interne, en identifiant les problèmes qui sont purement internes, tout en évitant que cela se transforme en lieu où les gens viennent simplement pour le partage du gâteau. Et c'est ce que le peuple ne veut plus entendre. Il ne faut pas que ces dialogues soient juste un lieu où les uns les autres viennent refaire leur santé politique. Non. Nous voulons éviter, et financière, mais justement, nous voulons aborder le vrai question, parce que souvent c'est quoi? Il y a dialogue, on fait un peu de bruit, finalement, on se partage des rôles et des fonctions, on oublie les questions essentielles, on abandonne le peuple et le pays. Finalement, ce sont des accords qui se forment et les intérêts individuels les priment, le pays est sacrifié. Donc, nous voulons un peu nous émanciper de ces modèles de ce qu'on a appelé traditionnellement dialogue pour arriver à des réflexions profondes qui mettraient le pays comme étant l'intérêt supérieur, le destin commun comme étant l'exigence commune et aussi l'autre comme étant le semblable ou alors, comme je peux le dire. Donc voilà un peu dans quelle mesure on a discuté. Alors, nous sommes là en pleine consultation des acteurs, parce que le chef de l'État justement, ayant épousé l'idée, nous a demandé vraiment de continuer l'initiative qui s'avère louable à ses yeux et il estime que ça pourrait apporter une substance efficace dans la cohésion nationale, mais en même temps, elle nous permettra d'avoir, comme je l'ai dit dans l'interview, d'avoir une grille d'analyse commune pour donner non seulement des réponses aux problèmes d'aujourd'hui, mais que cesse finalement ces cycles de violence qui a longtemps duré. Voilà un peu la quintessence de nos échanges, les conclusions et les prochaines étapes qui nous attendent. Merci, révérend. Mais je n'ai pas fini. Vous avez aussi mentionné deux mots-clés,
en tout cas qui m'ont beaucoup marqué, c'est la cohésion nationale et la compréhension commune. Oui. La cohésion nationale, nous connaissons un peu ce que c'est. En tout cas, si vous voulez revenir dessus, ce n'est pas un problème, c'est avec plaisir. Mais moi, j'ai une question plus approfondie, en tout cas sur la compréhension commune, sur les défis qui pèsent sur la personne du président de la République. Ouais. Est-ce que le président vous a fait, en tout cas, une petite explication sur sa perception, en fait? Quels sont ces défis qui pèsent sur le président de la République aujourd'hui? Bon, d'abord, comme garant de la nation, c'est lui qui a la direction du pays en ce moment. Ça, c'est déjà, il a une responsabilité directe, c'est tout à fait normal. Deuxièmement, parce que c'est lui qui mène la politique, en fait, qui oriente la politique de la nation sur ces questions. Vous savez que notre État, par le gouvernement, a opté pour certaines postures. Notamment, nous avions insisté le refus de dialoguer directement, par exemple, avec les M23. Nous avons insisté sur l'option militaire parce que c'était l'option de mettre fin à cette situation. Nous avons également opté pour ne plus permettre ce qu'on a appelé, dans un certain langage, la répétition de la crise. Donc ça, c'est la posture observée. Et ça, c'est ça les défis. Mais face à cette posture, nous constatons un consensus international. Vous avez suivi la dernière réunion du Conseil de sécurité où, en dehors des autres membres, mais les 5 membres permanents, même la Chine et la Russie, qu'on pouvait croire être proches de nous, d'aucun n'a osé condamner les Rwandais. Tous ces membres reviennent sur ces consensus qui nous appellent à dialoguer. Et donc, ça, déjà, qui est la première contrainte, parce que c'est un paradigme qui s'oppose à l'approche adoptée par notre régime. Deuxièmement, c'est la contrainte de toutes ces difficultés internes. Vous savez, parfois le président le dit, les trahisons, bon, il y a des choses qui sont des secrets d'État que je ne sais pas dire ici, mais néanmoins, il nous a fourni un certain nombre d'éléments d'information qui montrent qu'il y a aussi par moments des trahisons dans notre système interne. Et ce sont ces actes qui fragilisent justement notre système de défense, notre armée, et par moments, nous perdons des batailles, pas seulement parce que nous ne sommes pas forts, mais parce que le système est par moments infiltré. Ça, ce sont des informations sensibles, parfois qui se disent, mais dans pas toute la totalité. Alors, au regard de tous ces éléments, c'est là que nous disions, le grand défi qui est nôtre, pas seulement celui du président, parce que le Congo comme État doit considérer que face à cette situation, il n'y a pas question d'amour ou de haine. On n'attendra pas l'amour des États-Unis, l'amour de la France, c'est question d'intérêt. Donc, il nous revient comme nation d'imaginer nos propres mécanismes qui pourraient nous aider à nous autodéterminer dans cette situation. Donc, le destin du pays. Exactement. Donc, c'est à nous, parce que je prends les processus qui sont en place. Les choses se décident à Nairobi, c'est sans nous, et parfois pas avec nous. Les choses se décident à Luanda, c'est sans nous, pas parfois avec nous. Mais à quel niveau, au-delà de la personne du président de la République, la nation congolaise se trouve impliquée et que ces résolutions prises à cette instance seraient de nature à répondre aux véritables problèmes du Congo en tant que tel. C'est là les grands défis. Et quand nous arrivons à ces niveaux, tout à fait normal que nous disions, ce n'est plus le défi personnel du président Tshisekedi. C'est un mandat qui finira, mais le Congo restera. Il y a des décisions qui seront prises aujourd'hui dont les conséquences resteront des années et des années. Quoi de plus normal, même si nous avons nos différences, nous avons des points de vue contraires, que nous prenions la mesure de la chose, que nous comprenions la gravité et les dangers qui pèsent sur notre destin collectif, pour que nous disions, mais tiens, est-ce que nous ne pouvons pas quand même nous arrêter quelque part et repenser les choses? Les erreurs ont été commises, oui. À quel niveau? Tel. Est-ce qu'on ne peut pas les corriger? Comment faire pour que ces erreurs ne se répètent pas? Comment limiter le dégât de ces erreurs déjà commises? Comment réinventer les nouvelles pistes de solutions pour que nous avancions? Donc, c'est dans cette dynamique que les églises proposent le pacte social pour qu'enfin, le Congo soit pensé par les Congolais
qu'on arrête d'être le produit de la réflexion des autres, qu'on arrête d'être les conclusions des discussions des autres, que nous soyons le reflet de notre propre volonté, de notre propre détermination. Voilà un peu, Madame Patricia. Merci. Merci, révérend. Merci. Alors, avant de continuer, je vis Yves, le censeur, notre censeur, a soulevé la main. Yves. Oui, comme M. l'abbé Cholet, je dis aussi au révérend, vous avez une foi énorme en l'homme congolais. Parce que, surtout l'homme politique congolais. Parce que pour quelqu'un comme moi, c'est vraiment difficile de pouvoir être objectif et d'être cartésien. D'autant plus que ça fait 30 ans que Bukavu est sous domination ou bien contrôlé par des marionnettes d'en face. Mais la réalité que je relève et ce que j'ai aimé dans votre discours, c'est de penser à l'après, aux générations futures. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui que nous sommes parents, on se pose la question de savoir quel pays nous allons laisser à nos enfants et quel pays nos enfants vont laisser à leurs enfants. Et ça, je crois que peu de gens ont cette façon de concevoir le monde. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup, révérend, pour l'approche. Maintenant, moi, je suis ce que je suis. Je suis celui que je suis et je ne peux pas me cacher. Dites-moi, quand vous avez été avec le président, son approche était sincère ou bien c'est à cause de l'évolution de la situation sur le terrain qu'il s'est ouvert à vous? Bon, ça ne pouvait venir que de Yves. Hein? Je vais être sincère avec vous, de toute façon. J'ai pris moi personnellement la responsabilité de rappeler au président que beaucoup ont besoin de la paix. Mais beaucoup aussi se posent la question si nous, Église, ne sommes pas venus vous donner de béquilles. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Ça a été tellement... C'est parmi les rares rencontres que j'ai eues, les petites occasions que je l'ai rencontrées, non seulement qu'on a pris suffisamment de temps, mais en même temps, ça a été un dialogue en famille. Très sincère, bâton rompu. Et autant le président ne se réservait pas lorsqu'il avait des choses à nous passer comme message, voire des reproches. Et j'estime que c'est cela la beauté du dialogue. Les dialogues tels qu'on les définit ici, ce n'est pas vraiment du type dialogue dans la création de l'intersubjectivité pour arriver à des consensus. Il n'y a pas de consensus sans transcendance, il n'y a pas de consensus sans concession. Les présidents étaient-ils sincères? J'ai dit, je peux vous étonner pour vous dire, ce qui nous intéressait n'était pas la sincérité du président, mais c'était la convergence des vues vers les objectifs. Nous avons voulu éviter les débats subjectifs parce que autant le président a des choses à nous reprocher, c'est tout à fait normal, pour autant il avoir des choses à nous reprocher. Mais nous nous sommes dit, c'est cela les démons qui dérangent notre pays. Et c'est ce qui nous fait passer à côté de l'essentiel. Parfois, quand on arrive, chacun veut charger l'autre, chacun, je suis même les commentaires, les gens sont dans une sorte de stigmatisation. Il suffit qu'on dise Église catholique, Église protestante, sans même écouter les contenus. Déjà, ils rejettent. Et c'est ça la faiblesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la culture de l'entendre. Le dialogue, c'est l'entendre. C'est-à-dire, la vérité peut passer par celui que vous n'aimez pas. La vérité n'a pas de couleur. La vérité reste absolument objective. Et je pense qu'il faut assez d'efforts pour avoir des hommes d'un certain degré d'élévation d'esprit qui peuvent comprendre que nous sommes des humains, nous passerons, le pays restera. Je peux conclure, à la lumière de ces éléments que je donne, que nous étions dans une situation d'objectivité. Le président, autant que la délégation, nous sommes arrivés
je reviens à ce que Mme Patricia disait, presque à la même lecture des événements, pour dire, mais tiens, c'est vrai, tu as pris mon pain, j'avais pris ta chemise, mais est-ce que l'autre avait le droit de détruire ma maison? Ou est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que, même si nous ne nous comprenons pas comme Congolais, cela doit justifier que le sang coule? Non, pas du tout. Vous comprenez? Donc, nous sommes restés dans une approche objective pour dire qu'est-ce qui nous unit, où nous pouvons trouver nos forces en tant que nation, quelles sont les approches qui peuvent fédérer nos forces et quel est l'objectif auquel nous devons arriver. En ce moment-là, nous étions émancipés les uns les autres à passer les temps parce que sinon, lui aussi de son côté, il allait dire mais est-ce que ces gens ici sont venus de bonne foi ou ils veulent me piéger? Vous pensez qu'autour du président, tout le monde est d'accord? Nous avons des informations. Parce qu'il y a des certains donc qui attendent ECC, la tête d'Éric Senga veut dire ah, il y a un agenda caché. Et malheureusement, c'est ça qui fait obstruction au dialogue. Le dialogue doit transcender l'obstacle d'incompréhension pour arriver à construire des vrais consensus. Et je pense, en tout cas, sauf si Dieu en disposait autrement, je pense que ça peut être l'une des rencontres exceptionnelles de notre génération et peut-être dans le régime du président Tshisekedi. J'avoue, on n'a jamais eu des rencontres de telle envergure, de telle pointure en termes d'analyse et même en termes de richesse dans la complémentarité. Je vous ai dit, quand nous avons fait la proposition, c'est le président qui a soulevé des questions de fond. Pas pour détruire l'initiative, mais pour nous montrer les éventuels obstacles que nous, pas à son profit en tant qu'individu, mais par rapport à nous, nos objectifs et le pays. Et ça, c'est formidable. Donc, je pense que si nous arrivons à plusieurs niveaux de notre pays à construire ces genres de consensus, nous aurons moins de problèmes et le monde qui nous observe toujours comme des hommes incapables changera aussi sa lecture sur nous. Allez, merci. Merci beaucoup. C'est profond hein, ce que vous venez de dire là. Merci aussi à Yves pour sa question, puisque c'était quand même une question. Bon, Yves pique toujours, mais dans le bon sens. Hein, il ne tue pas, c'est comme l'anesthésie. Hein, il le fait avec anesthésie, évidemment. Merci beaucoup à Yves pour la question. Merci, Révérend, pour cette réponse. Hein, ça nous aide à voir un peu clairement les choses. Hein, vraiment, ce que vous venez de dire. Et si tout le monde était sensé, rationnel, à suivre ce que vous venez de dire, je crois que les choses iraient bien dans le bon sens et très rapidement. Alors, Révérend, après avoir rencontré le président, donc vous êtes au niveau de consultation au niveau national, les choses sont allées vite puisque vous avez rencontré hier M. Vital Kamerhe, qui est le président de l'Assemblée nationale. Une des sous-questions, c'était d'abord, vous l'avez rencontré comme maintenant les Congos aiment des terminologies un peu spéciales, c'était comme autorité morale d'un parti ou bien comme président de l'Assemblée nationale, ça c'est une question. Et puis après, aujourd'hui, vous avez rencontré le président Martin Fayulu, que les gens après, j'ai Mafa. Et c'est pour dire que les choses commencent à aller très vite. Alors, la première question, je l'ai déjà posée. Vous avez rencontré M. Vital Kamerhe comme déjà autorité morale de sa famille politique ou bien comme aussi président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première question. Et puis, de second, vous avez rencontré Martin Fayulu. Et pour Martin Fayulu, ma question, est-ce qu'il a adhéré à la feuille de route du pacte social ou bien il doit encore réfléchir? Puisque comme nous, notre émission s'appelle Dialogue avec, donc nous allons vous accompagner dans ces dialogues. Et nous voudrions aussi recevoir les gens qui adhèrent à cette feuille de route. Donc, je ne sais pas si vous avez saisi mes deux questions. Oui, tout à fait. Le président Vital, nous l'avons reçu, je vais dire principalement, dans sa casquette du président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'était en urgence et peu après l'audience avec le chef de l'État, comme nous avions quand même pris du temps, beaucoup de temps d'ailleurs, pour arriver jusqu'à nos sièges.
Alors, il était urgent pour lui parce qu'aujourd'hui, au moment d'ailleurs où nous parlons, il y a une plénière à l'Assemblée nationale. Donc, voilà. Donc, après leurs entretiens avec le chef de l'État, certainement, après nous avoir reçus, il était question de discuter sur ces points qui ont été fixés à l'ordre du jour. Donc, le point relatif au mécanisme, on appelait ça les plans des sorties de crise dans sa dimension politique et diplomatique. Donc, il était tout à fait normal que le président Caméré puisse un peu s'inspirer de tout ce que nous disons ici et de l'entretien avec le chef pour voir dans quelle mesure orienter les débats au niveau institutionnel. Nous espérons que ça pourrait être une plus-value dans la démarche, dans la mesure où l'initiative continue avec les églises et donc avec la société, mais les institutions peuvent aussi, notamment l'Assemblée, qui est les réceptacles de la démocratie du pays, peut commencer déjà à discuter sur cette question et nous espérons qu'on va voir comment les débats va s'orienter. Donc ça, c'est un. Des deux, nous allons encore une fois revenir chez le président Caméré ainsi que le président Sama Lukonde parce que parmi les acteurs clés que nous visitons ou nous rencontrons, nous devons aussi rencontrer les acteurs institutionnels. Donc le président, nous l'avons rencontré comme institution président de la République. Nous devons rencontrer le Parlement dans ses deux chambres. Nous rencontrerons également Madame la Première ministre. Les rendez-vous sont déjà pris de toute façon, donc c'est cette semaine. À part les animateurs des institutions, nous rencontrons aussi les leaders des familles politiques. Parce que, vous savez, on a beaucoup de partis, on ne saura pas s'étaler, mais on veut faire une approche regroupée. Donc, on va voir la majorité dans ces... à partir des leaders représentant en fait, les présidiums, comme on dit, et puis l'opposition dans ces groupes également, parce qu'il y a un groupe Fayoulou, vous l'avez dit, j'y reviendrai. Il y a d'autres groupes, bon, pour ne pas les citer, il y a des groupes connus. Nous sommes en train de les encourager, mais il n'y a pas que la société politique, il y a aussi la société civile, dans sa diversité aussi. Donc, nous encourageons toutes les composantes de pouvoir nous faciliter la tâche, de ne pas venir en ordre dispersé et à titre individuel. Sinon, on perdra tout le temps, on écoutera des agendas qui n'auront jamais de solution. Donc ça, c'est du point de vue. Alors, pour celui qu'on a rencontré aujourd'hui, le président Martin Fayoulou, nous avons eu des échanges assez nourris, assez pertinents également, parce qu'il a soulevé aussi beaucoup de questions, mais nous avons trouvé un consensus, et lui, comme vous le savez, il avait déjà par plusieurs fois souhaité la cohésion nationale. Donc, il était déjà dans la dynamique, mais il restait quand même à voir les questions d'ordre procédural, mais aussi les conditions de possibilité. Et ça, c'était des questions de fond qui nécessitaient assez de lumière, parce qu'il faut avouer que tout le monde n'est pas prêt à venir à ces grands rendez-vous de n'importe quelle manière. Il y a encore des doutes, il y a des questions de méfiance. Quelle serait l'issue? Est-ce que ce ne serait pas pour... Les uns disent qu'on veut donner les béquilles à Tshisekedi, les autres disent qu'on veut donner l'espace à l'opposition, les autres disent que les églises veulent se donner un rôle. Alors, mais nous, on prend de la hauteur. Je crois que c'est ça l'invitation que nous lançons aux acteurs, au peuple congolais. Nous devons nous saisir de cette opportunité, faire les choses différemment, espérer à d'autres conclusions. Et donc, nous allons continuer toute la semaine. Demain, certainement, nous avons encore un agenda chargé. Mais en même temps, nous couplons avec la communauté, les diplomates, on va dire, africains, des organisations régionales, CAC, SADC, Union africaine, et puis les Européens, les Américains. L'idée, c'est que le consensus doit être vraiment inclusif. Parce que, comme vous le savez, en dehors de la dimension nationale, il y a la dimension régionale qui touche à l'internationalisation de la crise. Donc, il faudrait que les solutions ou les résolutions qui seront prises à cette échelle soient internationalisées par le mécanisme nécessaire, nonobstant les débats qui est là sur l'hypocrisie ou la sincérité, enfin, sanctions. Nous, on ne va pas s'embourber dans ces débats, mais nous voulons frayer un nouveau chemin qui pourrait permettre aussi un consensus national dans la dynamique nationale. Voilà, merci beaucoup, Révérend Eric. Je vois Yves qui soulève encore la question, mais je crois que je donne d'abord Yves. On va revenir à toi. On donne d'abord la question à Patricia et puis on revient à toi.
D'accord. Alors, j'aimerais vraiment qu'on revienne un petit peu, révérend Eric, sur, en tout cas au niveau national, comment est-ce que vous avez cité un petit peu les leaders politiques et les autorités morales des partis politiques que vous allez rencontrer. Alors ma question est, je ne pense pas que vous ayez, est-ce que vous mettez dans cette même, dans ce même panier des personnalités comme le président Kabila, ancien président de la République, qui a certainement une grande expérience de la crise sécuritaire que nous vivons aujourd'hui. Et pour amener un petit peu ma question un peu plus loin, dans le cadre de la cohésion sociale et dans le cadre du pacte social, est-ce que vous avez envisagé aussi de parler aux représentants de l'AFC et aux représentants du M23? Voilà. Peut-être moi, je voudrais compléter la question de Patricia, hein, à propos de ces dialogues au niveau national, hein, puisque vous avez, disons, Monseigneur Nchole. Révérend Eric a mentionné ça un tout petit peu, mais il faut que je revienne à ça, puisque c'est un problème sérieux, connaissant un peu la mentalité des politiques congolais. Alors, vous allez consulter les partis politiques. Or, nous savons qu'en République démocratique du Congo, il y a une multitude de partis politiques. Est-ce qu'il n'y a pas certains qui vont se sentir froissés s'ils ne sont pas consultés, puisqu'il y en a plusieurs? Comment est-ce que, même s'il y a des regroupements, il y aura toujours des gens qui vont trouver qu'ils ont été ignorés? Ça, je voulais vraiment ajouter cet aspect-là, et qui risque aussi, en fait, d'amener encore... C'est question d'esprit aussi, puisque tout le monde, c'est politique, et tout le monde est président, tout le monde est autorité morale, ainsi de suite. Est-ce que cette multitude-là, ça ne va pas vous compliquer la tâche? Oui, vous savez, le président Félix nous lançait un peu la blague dans ce sens-là. Il dit, vous aurez les pains sur la planche. Hein. Mais je pense que la configuration donnée par la loi électorale en vigueur, même s'il y a des choses que nous continuerons toujours à mettre en débat, mais je crois que ça a donné une certaine configuration facile pour identifier les familles politiques, pour le dire ainsi. Parce que l'approche ici, ce n'est pas d'aller en termes de partis politiques. En termes de partis politiques, on sera submergé, on ne s'en sortira pas. Mais nous pensons qu'il faille aller dans le sens des familles politiques ou alors regroupements politiques. Et là, c'est plus facile. Par exemple, l'union sacrée. Nous n'allons pas nous déployer dans toutes les composantes internes. C'est déjà une famille politique bien organisée. Il y a un secrétaire permanent, je pense, c'est le professeur Mbata. Il y a un présidium. Donc, c'est plus facile de voir directement. Alors, ceux qui ont des revendications, et c'est aussi une manière pour nous d'éduquer ou de rationaliser le mécanisme démocratique chez nous. Il faut permettre à ce que la démocratie participative soit ramenée au niveau de base. C'est au niveau de base qu'on doit permettre la démocratie participative où les interactions se passent au sein des familles politiques. Maintenant, la démocratie représentative sous forme extra-institutionnelle peut se jouer à ce niveau-là. C'est-à-dire c'est lui qui vient au nom de sa famille politique est supposé endosser les revendications, l'agenda de sa famille politique. C'est ça l'approche que nous estimons être mixte, parce que certains, vous l'avez dit, on le sent déjà. Quand nous voyons le nombre de sollicitations, des rendez-vous, on dit il faut aller doucement. Mais en même temps, le piège, c'est parce qu'on attend de ces dialogues le partage du pouvoir. Wow. C'est pourquoi tout le monde s'empresse, dit il ne faut pas rater un chapitre de la messe, sinon vous serez absent à la proclamation. Et c'est ce que nous devons éviter. Est-ce que nous voulons ces dialogues uniquement pour redistribuer des postes, ou alors nous voulons résoudre le problème du pays? C'est là où j'ai invité les uns et les autres à la transcendantalité. Il nous faut un dépassement, une certaine élévation d'esprit pour qu'une fois qu'on comprenne, le pays passe avant nos intérêts. Donc ça, nous ne pouvons pas nous en douter. Il y en a déjà, mais après, nous ne sommes pas là pour critiquer, pour juger. Mais nous essayons de donner la voie qui serait, à notre sens, la plus idoine pour nous faciliter ce travail-là.
Je ne sais pas si j'ai oublié quelque Oui, chose. oui, là, c'est peut-être une partie seulement, ce que moi j'ai posé comme question. Mais maintenant, voilà, les acteurs. Le plus important, c'était la question de Patricia quand même. Les acteurs. Puisque nous voulons, c'est les résultats attendus à l'issue de tout ce que nous faisons, à notre sens, doit être la paix durable et le bien vivre ensemble. Le principe des bases, c'est ne pas exclure les acteurs clés. Nous l'avons dit au président de la République, au votre gouverne, ce travail a commencé déjà en amont. Et à ce titre, nous avons déjà rencontré le président Kabila. Nous l'avons rencontré, nous avons discuté avec lui et j'estime que nous continuerons à discuter avec lui. Et nous l'avions dit au président Félix qui n'a trouvé aucun problème en cela. Ça, c'est pour les cas du président Kabila, y compris tous les acteurs nécessaires. Le cas le plus sensible ici, c'est le M23. Parce que les Congolais sont divisés. Les uns estiment que, puisqu'ils ont pris les armes, ils ont trahi le pays, les sangs a coulé, et donc leurs sanctions, c'est la peine de mort, c'est tout ce qu'on veut. Les autres, par contre, estiment que, ben non, attention, s'ils ont pris les armes, parce qu'ils ont des revendications. Nous avons une tâche pas facile, mais je dois vous avouer que dans notre approche, il est question d'écouter tout le monde. Nous n'aurons pas fait un travail efficace si nous ignorons les revendications des uns et des autres. Au-delà même de l'AFC, vous apprendrez que nous irons même jusqu'au Rwanda. Nous allons rencontrer le président Kagame, nous allons rencontrer le président Museveni, nous rencontrerons le président de la région. Peut-être beaucoup ne le savent pas, ce n'est pas la première fois. C'est ça la force des églises. En 2012, pour rappel, lorsque nous chantons tout le temps, ah, on a mis fin à la guerre de M23 en 2012, mais d'aucuns ignorent le rôle des églises dans la diplomatie et dans les lobbying. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les politiques. Nos églises, les deux, ont été jusqu'au Conseil de sécurité. Ils sont passés Bruxelles, Washington, tous ces lieux où se décide, se prennent des grandes décisions pour apporter la voix des Congolais. Et à ce temps-là, ça avait fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il y avait convergence entre l'État représenté par les gouvernements et les confessions religieuses. C'est ce que nous sommes en train de corriger maintenant. Ce qui nous a affaiblis dans cette crise depuis longtemps, c'est parce que la nation, en tant que corps, n'a pas eu le même langage. Et ça nous a beaucoup desservi. Si nous arrivons, pas seulement les églises, parce qu'il ne faut pas que nous n'avons pas les monopoles de la vérité. Quand nous parlons église, nous avons aussi les autres confessions qui seront associées à l'initiative. Ça, je voudrais déjà le dire de manière très claire. L'initiative n'est pas une affaire privée et c'est C'est une proposition que nous donnons, nous présentons à la nation, mais nous tenons à l'appropriation nationale. Elle doit aboutir à une dynamique nationale qui porte la voix de toutes les diversités du pays. Et c'est cela la légitimation nationale que nous voulons donner à cette initiative. Donc voilà, madame, il n'y aura pas d'exclusion en termes d'acteurs clés du moment où nous savons que telle ou telle autre personne. Aujourd'hui, nous parlons, nous sommes à Kinshasa, vous êtes en Europe. Mais nous avons des églises, il faut voir ce qui se passe à Goma. Au-delà des bruits des armes, mais la situation humanitaire, elle est catastrophique. Voyez-vous, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vous dis, personne n'a besoin de cette guerre. Même nos militaires sont des citoyens à protéger. Ce ne sont pas des gens jetés dans la fosse aux lions. Ils ont des familles, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des maris, parce qu'il y a même des militaires femmes. Donc, nous devons protéger les fils et les filles, y compris nos militaires. Si nous pouvons résoudre de tels problèmes par les dialogues, en lieu et place de prendre les armes, pourquoi ne pas le faire? Donc, voilà un peu notre conclusion par rapport à cette approche. Alors, j'ajoute encore vite, en vous suivant un peu, révérend Eric, vous parlez aussi des autres églises. Justement, je voulais dire, est-ce que vous allez aussi inclure pour écouter aussi les autres églises et ce qu'elles pensent, notamment l'église kimbanguiste, par exemple, qui est une figure d'une église, une église locale surtout. Vous allez aussi essayer de les contacter, par exemple. J'ai cité les kimbanguistes, mais il y en a aussi d'autres. Oui.
pas les contacter, on est déjà en contact. Ah, on est ok. déjà en discussion. Donc, avant même que nous ne lancions la feuille de route, on avait déjà eu des discussions préliminaires avec les musulmans, par exemple, avec l'armée du salut. Donc, chez nous, comme on dit, parce qu'il faut, les présidents nous ont taquinés pour dire, mais vous nous prêchez l'unité, il faut aussi que nous voyons chez vous. Alors, on a dit, non, non, ne vous en faites pas. Nous, du reste, il faut rappeler qu'avec toutes ces confessions, en tout cas, du moins avec celles avec lesquelles on a évolué, nous avons des structures dans lesquelles nous continuons à travailler. De collaboration. L'initiative interreligieuse pour la protection des forêts. C'est une initiative où nous sommes avec les musulmans, avec les églises du réveil, avec l'armée du salut. Nous travaillons. C'est juste les questions liées à tout ce que vous avez connu, des tristes mémoires. Ben bon, on ne va plus y revenir, mais nous estimons qu'il faudrait transcender tout cela. Je l'ai dit, il n'y a pas de consensus sans transcendance, il n'y a pas de consensus sans concession. Donc, si on veut vraiment souvent, ce sont les questions des élections qui vous séparent avec toutes ces églises. C'était une parenthèse vite fermée. Alors, Yves, avant de donner la parole aussi un peu maintenant, je crois que c'est le moment de donner quand même la parole à ceux et celles qui nous suivent. Alors, Yves avait déjà soulevé la main. Yves, encore une pique? Non, pas de pique. Ah, on risque de commencer à croire que je me promène avec une lance en train de piquer les gens. C'est pas bien. Non, mais ce n'est pas dans le mauvais sens. De toute façon, on te connaît bien. Je sais, je vous taquine aussi. Mais bon, regardez. Nous sommes en train d'entendre que le samedi, il y aura un dialogue à Dar es Salaam réunissant la SADC et la East African Community. Moi, j'ai deux questions. La première, allez-vous accompagner nos politiciens là-bas? L'Église catholique et l'Église protestante vont-elles accompagner l'Église dans cette réunion? C'est ça la question. Comme vous le savez, c'est la réunion qui engage les États, donc les églises ne sont pas habilitées à siéger à ces niveaux. Par contre, elles vont réellement accompagner, mais par d'autres mécanismes. D'ailleurs, nous sommes en train, déjà en discussion avec leurs ambassades ici, de tous ces pays, les organisations. Et comme je l'ai dit, c'était d'ailleurs ça la préoccupation du président quand il disait comment l'initiative se situerait par rapport à tous ces process qui sont déjà en cours. Donc, et c'est ce qui nous amène à la dimension diplomatique pour discuter avec les organisations, notamment SADC et tout ça. Donc, nous allons accompagner, mais par d'autres mécanismes. Et nous insisterons à ce que tout ce qui sera décidé prenne en compte la dynamique nationale qui est en train de se développer ici au pays. Voilà un peu comment je peux vous répondre. Donc, nous allons accompagner, mais par d'autres mécanismes. Mais, ce qui est clair, nous rencontrerons tous les chefs d'État de ces pays concernés. Nous rencontrerons également les responsables des organisations régionales concernées, donc le pays, les États qui les pilotent. Ça, c'est dans notre agenda de la diplomatie qui est prévu. Donc, on va les rencontrer, discuter avec eux par rapport à ce qui est en train de se faire. Alors, Yves, tu parles de deux questions. La deuxième partie de ma question. La deuxième partie de ma question. Aujourd'hui, revenons toujours à cet aspect de PAC. Je voulais poser une question. Est-ce que les deux églises catholiques et protestantes alors, je pense que à vouloir savoir. Pardon, Yves. Il y a beaucoup de critiques concernant la présidence. Pardon, Yves. Il y a des problèmes de connexion. Il y a un problème de connexion. Tu peux reprendre la question comme ça, c'est un peu plus clair. Pardon. Tu peux reprendre la question, Yves, si tu m'entends. Je crois qu'il y a un petit problème de connexion. Allô? Alors, oui, Yves, il y a un problème de connexion. On va te répondre. Je vais écrire la question. Quand la connexion va bien revenir. Alors, nous allons voir un peu ce que disent les questions en fait de nos téléspectateurs. On revient alors à la question un peu, je crois que même Révérend Eric avait déjà répondu à
Madame Sibel Mouchagaloussa. Est-ce que l'intervention de l'Église pourra pousser la communauté internationale à sanctionner les acteurs rwandais? Bon, je crois que le révérend Eric avait déjà répondu ça, ou bien, révérend, vous pouvez déjà encore dire quelque chose, comme ça on passe aussi à une autre. Oui, j'ai rappelé ici que notre approche était celle de construire la paix. Et non de condamner les gens. Oui. Mais cela ne veut pas dire que nous nous prenons la place de la justice. Il faut que ça soit clair. Les questions de sanctions, il faut les situer à deux niveaux. Il y a des sanctions qui relèvent des compétences des États. C'est-à-dire un État qui sanctionne un acteur pour des motifs X, Y. Là, ça ne nous engage pas. Ça, ce n'est pas de notre compétence. Il y a des gens qui sont sous les coups, par exemple, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Ça, ce sont des crimes imprescriptibles. Donc, ça ne relève pas de notre compétence. Donc, notre action ne doit pas se confondre. Elle ne vise pas à étouffer l'approche de la justice si elle a déjà fait son chemin. Nous, c'est de prendre les choses à partir de là où nous les prenons pour aboutir à la paix. Donc, je voudrais que ça soit vraiment clarifié. Et parce qu'il y a toute une politique, toute une philosophie en matière des sanctions. Donc, les sanctions, en tout cas, obéissent à un certain nombre d'éléments, de critères. Et ça, ce n'est pas à nous de les définir, voyez-vous. Donc, ça reste au niveau de la communauté internationale. L'État congolais est en train de faire ses plaidoyers. Peut-être que la nation pourrait aussi les faire, mais ce serait anticipé pour nous aujourd'hui de commencer à dire, ouais, nous disons les sanctions. D'abord, ce n'est pas de notre compétence. Et deux, notre approche vise la paix et le bien vivre ensemble. Parce que, comme vous le savez, les sanctions sont bonnes. Mais si elles vont maintenir les cycles de violence, elles ne servent à rien. Donc, il y a aussi une dimension pédagogique, mais en même temps, une dimension restauratrice dans la sanction. Une sanction doit arriver à réparer, à guérir. Et si elle n'apporte aucune guérison de mémoire, aucun rétablissement des victimes, ça ne sert à rien. Donc, voilà un peu comment nous pouvons répondre à ça. Alors, Yves va nous revenir. Il a des petits soucis de connexion, même à Madrid, il y a un peu de soucis de connexion. Alors, il y a M. Béa qui avait posé aussi cette question. Quelle lecture fait l'Église de la démarche de l'AFC, la démarche de M23? Comprend-elle, dénonce-t-elle? Bon, on donne la parole à notre invité, puisqu'on n'évite pas de questions. De toute façon, c'est déjà aussi le dialogue, ça. Oui, je ne sais pas lire l'autre partie parce que le chat... Alors, quelle lecture fait l'Église de la démarche de l'AFC, donc Alliance AFC. La démarche de M23, et comprend-elle, donc l'Église comprend-elle disons, la démarche de l'AFC, la démarche de M23, l'Église comprend-elle, dénonce-t-elle? Voilà, ça c'est un peu la question de M. Beya Chikuluila. Voilà, l'Église constate que un certain nombre d'acteurs, certains qui sont du pays, d'autres peut-être ne le sont pas, se retrouvent dans un conflit armé. Est-ce que nous sommes là pour apprécier cette démarche? Je dis ça, ça ne relève pas de nos compétences. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de dire comment nous arrêtons les conflits. Comment nous empêchons les sangs à couler. Comment nous trouvons des solutions définitives à ce que les gens ne prennent ou ne reprennent plus les armes. Je souhaite que ça soit assez clair. Donc, c'est vrai que dans la posture qui est la nôtre, vous savez, il faut toujours respecter la posture. Le rôle que nous sommes en train de jouer dans ces contextes doit être celui qui réduit la distance. Nous sommes déjà dans une situation de conflit. Quand vous amenez une approche de résolution des conflits, vous ne venez plus en posture de rajouter les conflits. Donc, ici, nous devons trouver le mécanisme de transformation de ces conflits en opportunités de paix et du vivre ensemble. Et de ce point de vue, je pense que nous devons plutôt attirer l'attention des gens sur l'intérêt supérieur qu'est la paix, qui nous semble être l'intérêt supérieur. Voilà un peu comment j'ai pu répondre.
Alors, merci beaucoup. Hein. Nous allons essayer de voir, hein, sélectionner, pas sélectionner, puisqu'on ne censure pas. Il y a d'abord notre graphiste hein, qui est en Afrique du Sud, et c'est M. Abou qui ne manque jamais au dialogue avec. Il a toujours un peu de petites salutations et puis sa façon de parler. Voilà un peu ce qu'il écrit. Hein. Ce n'est pas une question, je l'ai fait avec sourire. Bonjour, révérend Eric. Les lois habitent Bayakage. Voilà un peu ça, c'est les commentaires de notre graphiste. Il s'appelle Abou, hein, le patriote. C'est lui qui nous aide à faire les dialogue avec lui, il fait les graphiques pour nous et il dit révérend Eric, les lois habitent Bayakage. Voilà, ça c'est juste un petit commentaire. Et puis, bon, ça, je ne vais pas lire, mais voilà, il dit encore il y a M. Loulema qui vous souhaite une bonne chance. Hein. C'est M. Loulema Patient. Bon, voilà. Loulema, oui, il dit bonne chance à vous, cher pasteur. Nous voulons l'unité nationale, le sens de cupidité à bannir. Voilà, c'est quelqu'un qui essaie d'encourager ce que font la SENCO et l'ECC. Alors, je crois que nous allons maintenant essayer de ne pas abuser du temps hein, de notre invité, puisque quand même, il a eu une journée chargée. Pas moins chargée. Et la journée n'est pas encore clôturée pour moi, donc j'ai des appels là. Voilà, c'est comme ça qu'on ne va pas être égoïste, puisque on vous aura encore à d'autres occasions, mais nous allons essayer de faire le dernier tour. Hein, merci à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent pour leurs questions. Ils sont nombreux aujourd'hui à nous suivre. Hein. On sent, révérend Eric, que s'il n'y avait pas de problème de blocage, hein, bon, blocage, je ne sais pas s'il faut utiliser les termes de Twitter et de TikTok, au Congo, on aurait encore beaucoup de téléspectateurs aujourd'hui, mais on en a quand même suffisamment. Je vois là, on est à peu près dans les 500. Et c'est déjà bien. Alors, on va faire un dernier tour. Hein. On commence par Yves et puis Patricia. Et puis moi, je vais clôturer je vais clôturer après avoir donné la parole au révérend Eric. Alors, Yves. Je pose d'abord ma question. Ouais. S'il vous plaît, Père. Non, ma question, elle est plus ou moins celle-ci. La SENCO, c'est au Congo. L'ECC, c'est au Congo. Est-ce que, comme au niveau étatique, il y a un équivalent de la SADC et de la EAC pour la SENCO et pour l'ECC? Ça, c'est la première partie de la question. Et si ces structures existent, est-il possible qu'elles accompagnent l'ECC et la SENCO dans les efforts qu'elles sont en train de déployer pour le pacte? Alors, ça c'est une très bonne question. En réalité, ce sont comme on dit, les OI, hein, en droit international, les organisations internationales au niveau régional. L'avantage que nous avons des structures ecclésiastiques au niveau régional, continental, qui font justement les répondants de ces organisations internationales ou régionales. Nous avons par exemple la conférence des églises de toute l'Afrique, qui est basée à la CETA. Je suis le représentant de l'ECC à ce niveau. Nous avions eu des réunions, une à Nairobi, l'autre à Dar es Salaam en Tanzanie, où nous nous sommes retrouvés avec les pasteurs, parce que j'ai vu aussi la question à ce niveau-là, si nos églises sont en contact avec les confessions religieuses du Rwanda. Effectivement. Et la toute dernière réunion que j'ai eue il y a 2 mois passés, un mois et demi, j'étais en Tanzanie. Nous réfléchissions sur Congo. Mais il y avait l'église du Rwanda, de l'Ouganda, Burundi. Il y avait aussi la Tanzanie comme observatrice qui nous avait reçus. Il y avait l'Angola et quel autre pays? L'Angola, je crois. Oui, et l'Angola. Mais il y avait le secrétaire exécutif de la CIRGL. L'avantage, c'est que la CETA a un délégué permanent au sein de l'Union africaine. Voyez-vous. Donc, nous avons des structures ecclésiastiques, ça du côté protestant. Du côté catholique, la même chose. Il y a aussi des structures régionales qui ont des liens directs avec ces organisations régionales
et avec lequel nous interagissons. Donc, c'est de ces points de vue que nous avons les canaux pour, comme je disais, nous allons accompagner, mais par d'autres voies. Et donc, ce sont ces voies dont j'ai parlé, donc, qui facilitent justement des discussions. Ça, c'est un. Mais des deux, nous sommes en même temps consultés. C'est-à-dire, lorsque ces organisations régionales prennent certaines décisions à tous les niveaux, elles nous consultent, soit directement sur le plan national, soit sur le plan régional. N'oubliez pas, Vatican, moi je suis prêtre catholique, père peut-être est mieux placé, mais on vous dira ce que signifie la diplomatie Vatican. Donc, c'est un peu tout ça. Il y a les conseils écuméniques des églises, les COE, qui aussi jouent un grand rôle au niveau mondial. Donc, c'est un peu des structures qui sont des répondants, comme nous sommes confession religieuse, vis-à-vis du pouvoir politique dans notre pays. Ce sont des organisations régionales qui sont des répondants des organisations régionales étatiques. Et ça fait un équilibre dans la diplomatie parallèle. Peut-être dans ce sens, vous avez répondu à M. Daniel Kabengele qui a posé la question de savoir s'il y a un échange entre l'ECC, SENCO, avec les confessions religieuses du Rwanda et de l'Ouganda. Je pense que ce que vous venez de dire répond déjà à M. Kabengele. Alors, je crois qu'il y a quand même des gens qui vous encouragent. Il faudrait que nous puissions faire passer leur message, comme Monsieur Jean Kabongo, il dit « Puisse le Seigneur, presse de la paix, vous accompagner dans cette démarche ». C'est positif. Alors, je crois que c'est quand même très intéressant. Et puis, quelqu'un que vous connaissez sans doute qui a écrit ceci, hein, je sais pourquoi j'ai dit ça, vous allez sourire peut-être, vous allez voir, voilà. Il dit c'est une nouvelle page de l'RDC qui s'écrit plein soutien à l'ECC et à la SENCO. Alors, je crois que nous allons encore, Yves disait que c'était la question qui a raté et qui voudrait encore dans ce sens-là dire que nous devons lui donner la parole une autre fois pour le dernier tour. Et alors, maintenant, c'est le dernier mot, Yves, cette fois-ci. Ah, c'est pas Patricia qui commence cette fois-ci. Non, toi, tu commences toujours. Patricia va finir. Vas-y. Bon, comme ça, on libère Révérend Eric, quand même. Oui. Révérend, en tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez. On ne cessera jamais de remercier l'Église, tant catholique que protestante, pour le travail qu'elles font dans notre pays. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est en partie grâce à vous. Le Père en est témoin. Et donc, notre profonde gratitude. Je n'ai rien d'autre à dire, sérieusement. L'entretien s'est très bien passé. On a discuté en long et en large. Et je suis en tout cas fanatique du révérend. Donc, quand je serai à Kinshasa, je vais le chercher. On va prendre une bière ensemble, certainement. S'il prend la bière, sinon, ça sera de Yves, toi, tu es... Ça, c'est Yves, hein? Il ne va pas changer. Merci beaucoup, Yves. Ça me va droit au cœur. Merci pour les encouragements. Faites-moi signe dès que vous serez à Kinshasa. On ira d'abord à l'église prier. Voilà. Il faut ça. C'est bon. Voilà. Alors, Patricia, maintenant, à toi. Patricia. Merci de me donner la parole. Alors, Révérend Eric Senga, merci beaucoup pour, en tout cas, votre participation. Je pense que vous avez vu un petit peu tout l'engouement et l'énergie un petit peu négative qui s'est répandue dans le pays. Et les idées des uns et des autres, les revendications et surtout en tout cas cette dynamique congolaise qui s'est mise en marge, en tout cas pour défendre la nation. Et c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et je suis en tout cas de tout cœur avec vous dans cette dynamique du pacte social pour aller vers la paix et en tout cas une résolution positive pour le peuple congolais.
et surtout pour les femmes et les enfants, parce qu'il faut rappeler qu'en temps de guerre, ce sont vraiment beaucoup les femmes et les enfants qui sont touchés par la déstabilisation, le déplacement, les viols et autres. Je ne vais pas le rappeler ici parce que ce n'est pas en tout cas l'endroit, mais en tout cas merci beaucoup et vraiment. Donc ma dernière question, c'est plutôt une question que je pose à tous nos invités, un petit peu pour détendre l'atmosphère. Et donc ce serait vraiment pour savoir si vous étiez une citation. Je sais que vous êtes pasteur, peut-être que vous allez nous citer un passage biblique, mais si vous étiez une citation, vous seriez laquelle, Révérend Éric? Je dirais, il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Amen. Les frères et sœurs, hein? Désolé. Absolument. Les frères et sœurs de demeurer ensemble. Le psaume 133, c'est le psaume qu'aime beaucoup le président national de l'ECC. Il a fini par nous influencer à cela. Il dit toujours, nos différences ne doivent pas justifier nos divisions. Donc, il est possible de vivre ensemble tout en respectant nos différences. Merci, c'est très édifiant. Merci, Révérend. Merci. Voilà, en tout cas, c'est magnifique de faire les émissions avec Révérend Éric. Ce n'est pas la dernière fois, nous allons encore vous chercher. Merci pour la disponibilité. Alors, avant que je clôture l'émission, il y a quand même encore quelques mots d'appréciation. Hein, toujours, elle était là depuis le début, hein, elle est toujours là. Hein, c'est Sibel Mouchagaloussa depuis l'Afrique du Sud. Merci, Révérend Éric, pour votre disponibilité pour le pays. Que Dieu soit avec nous. C'est Mouchagaloussa, donc Sibel depuis l'Afrique du Sud, il était là depuis le début de l'émission. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui donne un petit message, et nous le connaissons très bien, hein. Patricia, voilà le nom? Oui, Jean-Claude Mokeni. Jean-Claude Mokeni a été notre invité, n'est-ce pas Yves? Oui. Alors, on est sûr qu'il nous a suivis aussi, hein. On le salue, hein, monsieur Jean-Claude Mokeni. Très, très belle émission. Merci beaucoup pour l'appréciation. Alors, en tout cas, c'était un grand plaisir d'avoir. Il y a encore quelqu'un d'autre qui l'a associé son message. Nous allons l'afficher. Jean-Jacques Lumumba. Voilà, il porte le nom de notre héros. Ça, certainement, ça peut être le sang aussi de notre héros, Lumumba. Jean-Jacques Lumumba. Que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup pour ça. Alors, en tout cas, c'était un grand plaisir d'avoir le révérend Éric aujourd'hui pour nous parler de faits et de routes du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Espérons vraiment que cette feuille de route va conduire à ce bien vivre ensemble. Et puis, ce n'est pas fini pour accompagner, disons, l'initiative. Nous allons continuer à recevoir toute personne qui adhère à cette initiative. C'est comme ça que en suivant un peu ce que vous êtes en train de faire, nous allons essayer aussi de tenter de rencontrer les personnes que vous avez déjà contactées. Nous allons essayer, par exemple, de recevoir aussi le président Martin Fayoulou, s'il peut nous dire son point de vue. Et il y a aussi le docteur Mukwege qui, à 2 reprises, déjà a manifesté le soutien à la feuille de route. On est en train de tenter aussi de l'avoir pour que nous puissions le recevoir. Alors, en tout cas, encore une fois, grand merci, révérend Éric, pour la disponibilité. Nous allons, ce n'est pas de notre faute si nous avons fait longtemps, c'est puisque d'abord, il fallait bien expliquer. Et puis, comme j'avais dit en blaguant comme ça, en riant, que vous pouviez être un bon porte-parole de n'importe quel gouvernement. Bon, c'est pour apprécier quand même, il a ses qualités-là, Yves, attends-toi. Il a des qualités, en tout cas, il sait rendre les choses. En tout cas, on a été très contents. On a eu plus que ce que nous avions eu de compte rendu de leur rencontre, par exemple, avec le chef de l'État. Et c'était quand même bien expliqué. Et même, je crois que ça a aidé aussi les gens qui nous ont suivis à bien comprendre la dynamique de ce qu'ils font et puis de rendre compte de leur travail, quoi.
Alors, demain, vous allez suivre cette émission en rediffusion au cours de la journée. Et nous serons toujours fidèles à vous servir. Nous avons une autre émission dans les jours qui viennent. Nous allons vous l'annoncer. Et nous allons garder toujours en tête que la feuille de route du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et les Grands Lacs, c'est quelque chose de très important et nous allons les accompagner en vous apportant ici pour un dialogue franc et sincère, les personnes qui vont adhérer. Et si vous aussi vous nous suivez, essayez d'adhérer à cette feuille de route. Il y a l'émission passée, on avait affiché des sites pour l'adhésion. Ça m'échappe maintenant. Je crois qu'il y a un site pour les gens qui veulent adhérer, pas seulement les partis politiques, mais aussi n'est-ce pas, révérend Eric, que même n'importe qui, même les autres peuvent adhérer. Tout à fait. Individuellement, organisation, partis politiques, je pense que tout le monde, personne physique comme morale, en tout cas, c'est prévu. Voilà. Le site, c'est pacte pour la paix RDC.org. Voilà, le site est pour adhérer donc à cette initiative, comme ça, tout le monde peut adhérer pour vraiment soutenir cette œuvre-là. Alors, merci beaucoup pour de nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis. On a fait quand même de merveilles. On a avoisiné plus de 600, alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués pour suivre sur Twitter en République démocratique du Congo. En tout cas, on est allé jusqu'à 600. C'est pour dire que d'abord, notre invité a intéressé beaucoup de gens avec un sujet très intéressant. Et alors, pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous, qui sont dans le même fuseau horaire que nous, nous souhaitons une bonne soirée. Pour les autres qui doivent encore continuer leur journée, on leur souhaite bon après-midi. Le plaisir était le nôtre et ça sera encore le nôtre pour vous avoir prochainement. Et il ne vous reste plus qu'à vous dire au revoir et merci au nom de toute l'équipe du Dialogue avec. Au revoir.